Depuis leur enfance, ils aident un parent malade. Très tôt, ils ont dû endosser de lourdes responsabilités qui ne sont pas de leur âge. Ils sont des enfants proches aidants. Ils racontent une réalité largement méconnue. Devenus adultes, ils sortent du silence. Luana a 24 ans. Comme tous les dimanches, elle et son frère viennent chercher leur mère, entrée en EMS il y a 6 mois, pour passer une journée en famille. Janine, leur maman, a 54 ans. Elle souffre d'une maladie physique, la sclérose en plaques, et d'une maladie psychique, un trouble bipolaire. Ja, das, was hier ist, also was hier drin ist. Ist gut, sonst brauchst du nichts mehr. Also. Luana est l'emblème de l'enfant aidant. Aînée de la famille, de ses 8 ans à ses 24 ans, elle a remplacé sa mère comme elle a pu. Luana énumère une partie seulement des tâches qu'elle a dû assumer au fil des années. Un fardeau à peine croyable pour une enfant. J'avais à peu près 8 ans. Ma mère allait de moins en moins bien. Mon frère était tout petit et ma mère est tombée en dépression. La maison était dans un état terrible, pas nettoyée. Alors je nettoie. Je fais le ménage. Puis le frigo a commencé à être vide. Il fallait faire les courses, j'y suis allée. Il arrivait que ma sœur et mon frère n'aient plus de vêtements. Surtout l'hiver, il leur fallait des nouveaux pantalons parce qu'ils grandissaient. Il leur fallait de nouveaux vêtements. J'allais avec eux pour en acheter. Quand ma mère allait moins bien, elle n'aimait pas se doucher. Elle avait du mal avec l'hygiène. Je l'ai souvent aidée à se laver. Quand on partait en vacances d'été, je faisais les bagages pour toute la famille et il fallait penser à emmener beaucoup de choses. Je préparais aussi ses médicaments et je devais faire attention à ce qu'elle les prenne. En grandissant, vers l'âge de 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à m'occuper des tâches administratives. Je m'occupais de gérer les décomptes avec la caisse maladie et je coordonnais ses rendez-vous médicaux. Voilà un petit aperçu des tâches que j'ai assumées. Gianni, le père de Luana, est à la tête d'un restaurant. Pendant toutes ces années, il a travaillé dur pour assurer l'entretien de sa famille. Du coup, il était peu présent au quotidien. Moi aussi, j'étais dépassé. J'avais 3 jeunes enfants. Il fallait que je travaille au restaurant du matin au soir et à la maison. C'était vraiment le chaos. Luana, l'aînée, assistait à tout ça et elle a pris un peu les choses en main. Malheureusement, c'était problématique. Les 3 enfants ont souffert de la situation, de ne pas avoir une maman comme les autres. Le matin, elle n'était pas en mesure de leur préparer une tartine ou un sandwich. Pour tous les 3, ça a été quelque chose de particulier. Pourquoi maman n'est-elle pas comme les autres mamans? C'était comme ça. Et moi, je ne pouvais pas faire grand-chose parce que je n'étais pas là ni à midi, ni le soir. Avec le temps, les 2 maladies de Janine s'aggravent. Malgré l'aide des grands-parents et des services à domicile, la situation devient de plus en plus complexe à gérer pour Luana et sa famille. Il y a eu beaucoup d'épisodes pendant lesquels on était perdus, à se demander que faire. Par exemple, elle n'arrivait pas à dormir. Elle nous dérangeait sans arrêt, elle criait. On se disait qu'il fallait faire quelque chose, c'était une situation de crise. Mais dans ces moments, on se sentait impuissant. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'appeler une ambulance. La maman de Luana tombe de plus en plus souvent. Elle ne peut plus rester seule sans se mettre en danger. Cette situation a lourdement pesé sur la fratrie. Oui, c'était difficile. On était souvent tiraillés. Est-ce que je sors avec les copines, je prévois quelque chose, ou est-ce que je reste à la maison pour garder maman? Heureusement, on est 3 enfants. Et il y a aussi mon père. Et on réussissait à se répartir la tâche. C'était chacun son tour.
Mais c'est sûr que ça a limité notre vie, nos loisirs et notre vie de jeunes. Surtout ces dernières années parce que son état de santé se dégradait. Oui, en tant que jeune, cette situation nous a vraiment pesé. Est-ce que Luana a beaucoup fait pour vous? Oui, beaucoup. Toi, hast du schon sehr früh Mutterrolle übernommen. Elle dit que j'ai beaucoup, quand j'étais encore petit, j'ai pris le rôle de la maman. Est-ce que des adultes se sont préoccupés de ce qui se passait pour vous? En ce qui nous concerne, je dirais qu'on ne nous a pas accordé suffisamment d'attention. Les différents professionnels se concentraient sur leur domaine d'intervention sans tenir compte du reste. Avec la psychiatre, c'était particulièrement le cas, mais c'était pareil avec les physiothérapeutes. Ils étaient contents de m'avoir moi, sa fille, comme interlocutrice, mais sans plus. C'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour vous aider? Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Je cherchais moi-même les informations dont j'avais besoin, mais quand j'étais enfant, j'aurais été reconnaissante d'avoir une personne à qui m'adresser, qui m'aurait dit « Tu sais, il y a ces possibilités-là, il existe un service de transport de personnes qui peut emmener ta maman. Il existe un service de visite, des bénévoles qui viennent passer l'après-midi avec ta maman. Il existe des soins à domicile qui peuvent passer le soir pour aider ta maman à se mettre au lit. Il existe un service infirmier qui vérifie que les médicaments soient pris correctement. » Si j'avais su que ces possibilités existaient, j'aurais pu organiser les choses différemment. Ça m'aurait énormément soulagée. Voilà ce qui m'a manqué. Difficile d'imaginer que la situation de Luana soit passée inaperçue alors que de nombreux professionnels de la santé entouraient sa mère. Aucun n'a suggéré à Luana où chercher de l'aide. Pourtant, différentes associations existent en Suisse. À Genève, par exemple, le Biceps offre un suivi psychologique pour les jeunes dont un parent souffre d'une maladie psychique. Ici, les jeunes proches aidants, on connaît bien. La solidarité familiale, on s'entraide. Ça, c'est de l'entraide. Voilà, quand il y en a un qui va moins bien, voilà, on fait un petit peu plus. Mais quand ce un petit peu plus est permanent, je pense que c'est là où on devient un proche aidant. Il y a des choses qui n'incombent pas à un enfant. Oui, il peut mettre la table, oui, il peut faire la lessive, le ménage. Mais quand il doit le faire tout le temps, ou quand il doit être tout le temps un soutien pour son parent qui ne va pas bien, d'être un confident et doit l'écouter tous les jours, ou passer 2 heures au téléphone avec lui, quand on a de la peine à prendre la distance avec son parent, quand on est toujours en souci pour son parent, et qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver si je ne suis pas là, ou si je ne suis pas là, il ne se débrouillera pas. Et je pense que c'est à ce moment-là où on devient proche aidant. Je pense que mon insouciance, je l'ai perdue assez tôt. Je pense que très vite, je suis devenue un peu comme une petite adulte. Très tôt. Floriane, la maman d'Elisa, est atteinte de sclérose en plaques. De ses 13 ans à ses 20 ans, Elisa a aidé sa mère. Depuis quelques années, elle ne vit plus chez ses parents. Des auxiliaires de vie ont pris le relais pour assister Floriane, dont la maladie s'est aggravée. Aujourd'hui, Elisa a 31 ans. Elle revient sur son adolescence d'enfant aidant. Petit à petit, j'ai été mise un petit peu plus à contribution. Ça peut être l'aide au ménage, ça peut être l'aide à la cuisine, ça peut être le soutien émotionnel, parfois l'aide à la toilette, à l'hygiène intime, enfin la douche, l'aide à l'habillement parfois, tout ça, un petit peu de chaque. Si la famille d'Elisa a surmonté le naufrage de Floriane, les tempêtes ont été éprouvantes pour tous. La sclérose en plaques a pris de plus en plus de place et chacun s'est adapté comme il a pu. Floriane est cinéaste. Pendant 10 ans, elle a filmé les ravages de sa maladie au jour le jour.
Ces images témoignent de la réalité avec laquelle Elisa a dû composer adolescente. Avec une mère qui décline physiquement et qui sombre dans une profonde dépression. J'ai 48 ans, j'ai une sclérose en plaques de merde que j'assume pas, en fait que j'ai pas encore accepté. Je repleure, c'est embêtant. Elle était en train de couler et il fallait bien s'accrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'était moi, parce que c'est moi qui passais le plus de temps à la maison. Elle me disait, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et voilà, moi j'étais démunie face à sa détresse. Je ne l'ai pas ménagée. Qui? Elisa. Ça a été vraiment la personne avec qui je parlais le plus dans tout mon ressenti. Et puis comme elle, c'était un âge où elle commençait à comprendre les choses, donc je la prenais presque trop comme une adulte. Elle a pris vraiment de plein fouet tous ces moments. Je trouvais que ce que je vivais, c'était tellement horrible. Et j'avais plus du tout le réflexe d'une mère qui vraiment prend soin de son enfant. Je me suis pas du tout rendu compte que j'étais peut-être un poids pour elle. Ça devait être terrible. Pour moi, c'était de voir petit à petit la flamme qui baisse, qui commence à s'éteindre et de me sentir totalement impuissante. Parce que je me disais, mais bon, moi je suis sa fille, normalement les enfants, on apporte du bonheur à nos parents, ou on essaye en tout cas. Et c'est vrai que là, je me dis, mais moi je ne suffis pas. Je ne suffis pas à lui donner envie de vivre. Comme de nombreux enfants aidants, confrontés à la maladie de sa mère, Elisa s'efface. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de te savoir en forme, de te savoir contente. Tout passait par le prisme un peu de la sclérose en plaques. Donc, je comparais tout à ça. Donc, rien de ce qui m'arrive n'est grave vu que j'ai pas de sclérose en plaques. Donc, moi, je peux pas me plaindre. Vive la vie. Mais Simon, il rentre dans la chambre, puis il me voit pleurer. Oui. Et puis voilà. Oh. Tout le monde dit que tu es très belle. Oui, mais moi, je dis... Moi, je dis que je moi, t'aime. moi, je suis bien aussi. J'aime mon mari. Oui, moi aussi. Massimo soutient son épouse comme il peut, mais submergé par la situation, ni l'un ni l'autre ne réalise ce qu'endure Elisa. Quand Elisa était enfant ou adolescente, quel était le soutien de votre épouse? Vous vous en êtes rendu compte du rôle qu'elle jouait à ce moment-là? Non, parce que moi, j'étais investi dans mon travail. Et surtout, je pense qu'Elisa a toujours eu l'air très sûre d'elle. Elle avait l'air de ne pas être impactée. Moi, je suis exemplaire. Oui. Mais ça, c'était juste comme ça, l'image qu'elle a envoyée. Personne ne s'est aperçu que c'était peut-être un rôle qui était trop lourd pour vous? Non, parce que moi j'allais bien. J'allais bien, j'ai pas eu de difficultés à l'école, j'ai pu étudier, j'avais des amis, donc j'avais pas de signes extérieurs qui pouvaient montrer que. Et puis surtout, moi j'ai rien dit les fois où je trouvais que ça pouvait être difficile, je pense inconsciemment, mais je voulais pas rajouter une difficulté supplémentaire dans un quotidien qui était déjà assez lourd. Ne rien dire, ne surtout pas faire de vagues, taire sa souffrance, c'est typique des enfants aidants. Ils passent donc souvent inaperçus. Les professionnels de santé qui suivent un parent malade ne devraient-ils pas systématiquement se préoccuper de ce que vivent les enfants? Derrière ses fenêtres, à l'abri des regards, Pablo a déjà un long passé d'enfant aidant. Aujourd'hui, à 18 ans, il partage son secret, mais il souhaite rester dans l'ombre. Une manière de protéger sa mère qui souffre d'un trouble psychique
une maladie encore très stigmatisée. Il y a des charges que je dois gérer depuis très petit qui, au final, ne sont pas forcément celles qu'on attend d'un enfant. Quand j'avais l'âge de 2 ans et demi, par là 2 ans, 3 ans, je connaissais déjà le numéro des urgences et j'avais toute une sorte de petit protocole que je connaissais à faire en cas de crise de ma maman. Appeler les urgences, appeler ma grand-mère pour qu'elle vienne me chercher. Un ensemble de choses que du coup j'étais capable de faire dès que j'ai appris à parler en fait. Ses parents sont divorcés et Pablo vit avec sa mère, qui oscille entre des moments de crise aiguë et des moments de répit. Très jeune, il a appris les gestes qui la calment. Des moments où je voyais qu'elle faisait des crises d'angoisse, je savais que les câlins, c'est quelque chose qui l'aidait. Donc souvent, j'allais avec elle et je me mettais dans ses bras. Puis je restais collé à elle jusqu'à ce que je sente qu'elle se calme. Et puis on s'endormait comme ça. En grandissant, son aide devient de plus en plus ardue. Adolescent, il gère même la prise des anxiolytiques de sa mère. Pablo raconte avec pudeur un épisode traumatisant. Les anxiolytiques, elle avait sa réserve, donc je devais m'assurer qu'elle n'en prenne pas trop. Après, les moments où j'ai vu qu'elle en avait trop pris, elle pouvait rentrer dans le coma en fait, à cause de cette prise de médicaments, faire une overdose. Donc je devais, si possible, lui faire recracher les différents médicaments. Puis voilà quoi. Le poids qui repose sur les épaules de Pablo inquiète beaucoup sa mère. C'est une préoccupation et puis une grande culpabilité aussi parce que j'aimerais que les choses soient autrement et puis qu'il n'ait pas eu... J'ai parfois eu peur de lui voler son enfance en fait. Très présente, Livia, la grand-mère de Pablo, l'a beaucoup soutenue quand sa mère allait mal. Mais depuis quelques années, Livia est de plus en plus handicapée par une sclérose en plaques. Alors, Pablo aide non seulement sa mère, mais aussi sa grand-mère. Je lui demande beaucoup. Il vient souvent avec moi et oui, ça prend du temps pour lui. J'ai aussi lui demandé, ça t'embête? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit non, ça ne m'embête pas. À la maison, il est de sa maman, ça sort. Et voilà. On fait comme on peut, tous ensemble. J'ai toujours peur que ce soit trop et puis qu'il envoie tout balader. Et, ouais. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui me fait peur, qui craque. Comme de nombreux jeunes aidants, Pablo semble tenir le coup. Il donne le change. On suit des jeunes qui vont plutôt bien, qui n'ont pas fait de vagues à l'école, qui n'ont pas de troubles de comportement. Des jeunes qui finalement ne veulent pas qu'on les voie. Et donc ne veulent pas qu'on aille voir ce qui se passe dans leur famille en fait. Donc du coup ils restent un petit peu dans l'ombre et puis ils ne sont pas repérés ni par l'enseignant, ni par l'infirmière scolaire. Parce qu'ils ont peur aussi des conséquences. Si je parle de ce qui va mal dans ma famille, peut-être que mes parents auront une conséquence. On va peut-être me mettre dans un foyer, on va peut-être dire que mon parent il est méchant ou il est mauvais. Et je pense que c'est toutes ces craintes-là qui font que finalement, ils aident dans le silence, en fait. Aider en silence par peur des conséquences, c'est ce qui est arrivé à Pablo. Il avait 16 ans, sa demi-sœur 6 ans, quand sa mère a traversé une crise particulièrement sévère. Par crainte que sa petite sœur ne soit placée dans un foyer, Pablo a choisi de tout gérer seul. Il y a 2 ans, ma maman elle est rentrée dans une grosse phase dépressive où elle était complètement inexistante pendant 2-3 semaines. Étant donné que ma petite sœur elle n'a pas de père, eh bien j'ai pas osé tout de suite appeler les urgences pour ma mère parce que j'avais peur que du coup forcément ils prennent ma sœur et ils la mettent dans une famille d'accueil. Étant donné que j'étais mineur à ce moment-là, j'aurais pas pu la garder moi. Donc j'ai dû m'occuper de ma petite sœur, manger, l'école, les devoirs, l'amener. Le soir, ma mère dormait pas, donc je devais la surveiller jusqu'à 4h du mat. Faire en sorte qu'elle prenne pas plus de médicaments
Et le matin, je vais me lever à 7h pour préparer ma petite sœur pour l'amener à l'école. Donc après, j'étais fatigué, j'arrivais pas. Puis forcément, il y avait toujours ce stress constant. Donc j'ai raté quasiment un mois de cours juste avant la période des examens de fin d'année. Comme d'autres mineurs aidants, pour éviter d'attirer l'attention sur la situation familiale, Pablo a caché ses difficultés. Il en a payé le prix. À cette époque, il échoue son année scolaire. Aider en silence, c'est aussi l'histoire de Florian. À 39 ans, il digère encore un passé très douloureux. J'ai eu l'impression de m'être mis de côté toute mon enfance, toute mon adolescence et même ma vie de jeune adulte où je me suis littéralement sacrifié en fait. J'ai compris que mon rôle était en fait de me mettre à disposition de ma mère, d'être l'enfant aidant de ma mère, d'être là pour elle, mais pas là pour moi. Ma mère, elle a commencé à décompenser l'année où je suis né. Donc moi, j'ai toujours vécu avec ma mère et ses troubles. Qui est cette maman ? Depuis quelques années, Florian noircit des pages et des pages pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé. De parents divorcés, il a vécu de longues périodes avec sa mère. J'avais une maman qui montrait des signes de folie, quoi. C'est hyper impressionnant. Une mère qui dort plus, qui parle toute seule de manière très agressive. Ensuite de ça, elle ne mange plus, elle ferme les stores. Ok, ça c'est l'étape un peu d'après. Puis elle dit qu'il y a des bombes sous son paillasson, elle appelle la police. Donc ça, c'était mon quotidien, c'était effrayant en fait. Et c'était l'endroit où j'étais censé être en sécurité, donc chez moi. J'avais peur d'aller me coucher, donc j'étais d'office dans l'idée, si je vais me coucher, je peux plus la surveiller, donc je peux pas me reposer en fait. Ça illustre bien l'état d'esprit dans lequel on peut être, c'est l'ultra-vigilance permanente. Moi j'ai eu l'impression d'avoir été le père de ma mère. Donc en fait on a une inversion des rôles. Du coup on est emprisonné dans un rôle qui ne nous appartient pas. Pas simple de devenir par la force des choses parent de son parent. Et si Florian est aujourd'hui éducateur, son parcours scolaire a été chaotique. Lorsque peut-être d'autres enfants avaient de la place dans leur esprit pour réviser pour les épreuves de maths, moi, tout ce que j'avais dans l'esprit, par exemple, c'était de faire en sorte que ma mère revienne à la maison, parce que peut-être c'était une période où elle avait fait une fugue depuis des jours et des jours, on ne savait pas où elle était. Moi, je prenais mon vélo tous les soirs pour faire le tour de la ville, pour aller chercher ma mère, pour me dire, tiens, je veux la retrouver, parce que c'est ma mère, quoi. Enfant, Florian a passé des heures et des jours ici au bord de l'eau. Un refuge pour lui, une tentative de fuir son calvaire. J'étais dans des angoisses absolument terribles. Moi, entre mes 12 et 15 ans, j'ai pas pu prendre le tram plus d'un arrêt. J'avais une phobie scolaire incroyable, phobie sociale, je pouvais plus aller parler aux gens. Le monde était devenu hostile, en fait. Je pense que j'étais un enfant qui, très très jeune, a vécu des épisodes dépressifs assez intenses. Puis en fait, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que ça serait plus facile s'il n'était plus là. Donc même moi, j'ai pu fantasmer sur la mort de ma mère. Je voulais pas qu'elle meure, elle. Je voulais que les souffrances que je vivais disparaissent. Florian connaît bien l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée à Genève. Sa mère y a été hospitalisée une 30aine de fois. Enfant, il lui a souvent rendu visite. Son drame, aucun adulte ne s'est jamais soucié de lui. Aller voir sa mère dans une unité psychiatrique, enfermée, lorsqu'on a 13 ans et qu'on est seul, parce qu'on doit lui apporter des cigarettes. Alors on y va en urgence, quitte à louper l'école, parce qu'on est loyal et puis qu'on veut que sa mère ait des cigarettes, parce que c'est le seul petit truc qu'on peut lui apporter. Puis on arrive dans cette unité, puis on regarde, elle est là-bas, votre maman.
Puis voilà, quoi, il n'y a pas d'encadrement, quoi. Et on est seul, on ouvre la porte. Déjà, est-ce qu'il y a une conscience que c'est un enfant? Moi, je pleurais devant elle sans qu'elle s'en rende compte. Je lui donnais ses petits paquets de cigarettes en lui caressant la main. Je partais en pleurant, puis personne ne me disait rien. J'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui puisse, ne serait-ce que être présent. Tous ces témoignages sont préoccupants. Comment comprendre que des enfants puissent être ainsi ignorés dans leurs difficultés? Muriel Borgeaud est infirmière-chef à l'hôpital psychiatrique de Malévo en Valais. Elle se bat auprès des soignants pour que les enfants aidants soient désormais pris en compte. Eux, les grands oubliés du monde médical. Je pense qu'effectivement, l'enfant est le grand oublié dans les prises en soins des patients en souffrance psychique. Il est vraiment oublié. C'est de l'omission, c'est pas volontaire, mais il est oublié. Comment ça se fait? Je pense que les soignants se sentent pas forcément légitimés de se dire « ouais, mais moi, je travaille avec la personne adulte, comment on parle avec des enfants ?» Ils ont des peurs. Ils ont peur de mal faire. Donc aussi, moi, c'était un peu mon objectif, c'est de les rassurer. En fait, de dire, mais il suffit de poser des questions toutes simples et de partir de son vécu à lui. Il n'y a pas besoin d'avoir fait telle ou telle formation. C'est vraiment d'humain à humain. Comment tu vas? Qu'est-ce que toi tu penses à ce qui arrive à papa et à maman? Je pense que c'est vraiment des peurs des soignants de faire mal, en fait. Mais l'expérience montre que c'est tout le contraire, que de ne pas en parler, ça a des dégâts collatéraux immenses. D'accord. Ce jour-là, Muriel Borgeaud accompagne Luca, 13 ans, qui vient rendre visite à sa maman hospitalisée pour dépression. Donc tu peux aller chercher ta maman, elle t'attend. Chambre 16. D'accord. Tu montes à l'étage, là, tu fais l'escalier, hop, tout au fond. Et puis nous, on se voit après. Surprise! Ça va? Quel plaisir de te voir. Tu vas bien? Ça a été le voyage. Oui, ça a été. Ce que je suis en train de faire, je lis des mandalas. Depuis que sa mère est hospitalisée, Luca vit chez ses grands-parents et voit son père le week-end. On a su une étoile avec des fleurs. Ok. Ça a été sinon la journée? Oui, j'ai bien mangé. Et toi, ça a été l'école? Alors, comment tu vas? Ça va. T'as repris l'école? Oui, j'ai repris l'école, oui. Muriel Borgeaud a le souci de briser le silence et rompre la solitude des enfants proches aidants. Mais ce type de prise en charge en milieu hospitalier est encore très rare. Et toi, parfois à la maison, t'es très inquiet quand tu vois maman qui va pas bien? Oui. Parce que des fois, je me dis, si je suis pas là, quand je vais aller à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Souvent, elle m'en avait parlé d'envies suicidaires. Et du coup, quand je partais des fois de l'école, de la maison pour aller à l'école, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et ouais. T'avais peur de rentrer puis qu'il se soit passé un truc? Qu'il se soit passé quelque chose, que exactement. Maman, elle soit fait du mal? Exactement, ouais. Parce qu'il m'a vu en période de crise et puis je parlais de suicide. Ça, c'était les antécédents d'hospitalisation. Ouais, c'était pas facile. Ouais. Et puis c'est vrai qu'un jeune homme de ton âge, se dire c'est lourd pour toi de se dire maman, elle a envie de mourir. Oui. Est-ce que c'est important d'avoir un adulte qui parle avec toi? Oui, parce que il va me demander, comme Madame Borgeaud m'a demandé, est-ce que ça va? Comment tu vis cette situation? Oui, c'est normal. Est-ce que toi, tu t'interdis de faire des choses quand maman, elle va moins bien? Tu vois, genre, tu vas plus avec les copains, tu restes à la maison, tu surveilles un peu comment? Oui, souvent, parce que je me dis, je vais rester avec maman, parce que comme je vous ai dit avant, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, j'ose pas tellement sortir. Je reste plutôt à la maison, puis je m'occupe comme je peux. Je regarde la télé. Si j'ai des devoirs à faire, je fais mes devoirs. Est-ce que tu es une aide importante pour ta maman? Est-ce que c'est toi qui prends soin d'elle? Oui,
oui, parce que, comment dire, quand elle est en crise ou quoi, bah, justement, c'est un peu moi qui est là pour l'aider, parce que bah, mon papa n'est pas là, parce qu'ils ne sont plus ensemble, donc c'est un peu moi qui est le seul à la maison, donc oui. Et maintenant qu'elle est à l'hôpital, c'est un facteur de stress ou c'est plutôt rassurant? C'est plutôt rassurant parce qu'elle est entourée justement de médecins, infirmiers, des professionnels, entre guillemets. Et bah, c'est un stress en moins parce que quand j'ai le temps, bah, je peux sortir avec mes amis, je peux profiter aussi. Je peux plus penser à moi. Si nous-mêmes, on ne va pas chercher, les enfants, ils ne vont pas venir dire hey, vous ne voulez pas m'écouter, j'ai aussi des choses, j'ai aussi des soucis. Si nous, on ne va pas chercher, mais ça doit faire partie de notre rôle propre de prendre soin du patient et de son entourage. Je pense qu'il y a encore un long chemin. On ne voit pas tous les enfants, on en voit de 10%. Donc je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Pour offrir l'accompagnement qu'il n'a pas eu durant son enfance, Florian a cofondé une association. Son but, offrir un soutien informel à des jeunes dont un parent souffre d'un trouble psychique. On va peut-être faire un point sur les parrainages, parce que ça c'est déjà 15h30. Les membres de cette association ont tous un passé d'enfants aidants. Leur idée, mettre à profit leur expérience en parrainant des plus jeunes. Et sa mère, elle sort quand de l'hôpital? On ne sait pas. Là, à la fin de... Si, à la fin de la semaine. Là. La fin de la semaine. Du coup, voilà, il y a un peu tout le gros stress qui revient à la surface de comment ça va se passer au domicile. Il a peur qu'il ne puisse pas non plus d'un côté profiter de ses vacances. Voilà, il y a plein de questions qui remontent. Je pense qu'il va avoir besoin de pas mal de soutien ces prochaines semaines. Ouais, exactement, tu vises ton poing et puis ton corps il avance avec ta hanche, tu tapes aussi avec ta hanche. Bon, excellent, magnifique. Et puis tu gardes bien ta garde au visage. Encore une fois, ouais. T'as vu ce que tu fais? Tu mets la gauche puis après t'écartes la main droite. Essaie de garder comme ça. Je la garde. On fait ça. Gauche. Bam, bam, bam. Droite. Dans le cadre de l'association, Florian parraine Camille depuis plusieurs années. Un accompagnement aux multiples facettes. Discussion autour d'une pizza, aide administrative ou, comme ce jour-là, un entraînement de boxe pas si anodin que ça. T'es vraiment en apnée sur tes coups. Essaie de souffler. Ça t'aide à libérer l'énergie, tu sais, au niveau du ventre, et puis tu lâches beaucoup plus. Gauche-droite, gauche-droite. J'attache beaucoup d'importance au fait qu'elle puisse se reconnecter à elle en faisant les mouvements, en s'entraînant avec moi, et puis voilà, en s'accordant du temps et en pouvant peut-être lâcher certaines tensions, certaines émotions qu'elle n'arriverait peut-être pas à libérer autrement. Crochet gauche. Camille ne veut pas dévoiler son identité. À 18 ans, trop difficile d'être reconnue et de parler de son rôle de jeune aidante auprès de sa mère, qui est régulièrement hospitalisée en psychiatrie. Ouais, super, encore. Ouais, encore. Bah, si par exemple un jour j'ai un problème familial justement par rapport à ma mère ou que je suis pas bien, on essaie de se voir pour pouvoir en parler parce que lui aussi il a une situation similaire à la mienne et du coup ça fait qu'il me comprend et je me sens entendue et comprise. 1, 2, 3, 4, 5. Quand là ces états de crise, je déteste parce que j'ai l'impression que j'ai plus ma mère en face de moi mais un enfant. Vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir un enfant en face de moi qui me fait une crise. En fait, on joue le rôle du parent, clairement. Ça fait longtemps que tu le fais, toi? Ah oui. Ça fait depuis mes 12-13 ans. Ma priorité, c'est de ne pas la juger dans son ressenti, dans sa position. Elle dit typiquement, j'ai pas envie d'aller la voir à l'hôpital. Moi, elle m'énerve, j'en peux plus. Et moi, ça, j'ai ressenti aussi. J'ai vécu, puis j'aurais eu besoin, à l'époque, qu'on me dise, t'as le droit de ressentir ça. Et peut-être que vas-y pas. Moi, je me rappelle de toi il y a quelques années où littéralement elle te harcelait d'appels et de messages. Puis tu devais carrément presque la bloquer pour pas qu'elle te. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de répondeur sur mon téléphone. Parce que j'en avais marre que ma mère me laisse des messages interminables 10 fois par jour. Je veux plus ça. Pam, 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 tu recules. Tu recules.
tu lâches tout. Papa. Pour que les enfants aidants ne soient plus isolés face à un parent malade, un postulat vient d'être déposé au Grand Conseil vaudois. Signe que du côté des politiciens, la question des enfants aidants commence à devenir un sujet de préoccupation. Il s'agit de prendre des mesures pour repérer et soutenir les enfants concernés. Il faut dire que leur nombre a de quoi surprendre. Les chiffres sont effectivement surprenants. On parle de 8% d'enfants entre 10 et 15 ans qui sont proches aidants. Mais ces 8% ne comptent pas les enfants qui sont là avant 10 ans, et ni ceux qui sont après 15 ans. Et ce 8%, ça représente environ 50 000 enfants en Suisse. C'est assez impressionnant quand même. Ces enfants, c'est pas juste donner un coup de main, mais c'est vraiment un vrai travail. Il s'implique plus de 10 heures par semaine. Donc il est très important que l'école puisse avoir conscience de ce statut d'enfant proche aidant, de manière à ce qu'après, ils puissent aiguiller les familles auprès des associations et puis de leur dire « mais là, vous pouvez trouver de l'aide ». Être un enfant aidant peut laisser des séquelles. Elisa en sait quelque chose. À 25 ans, elle part s'établir à Zurich. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe malade. Elisa perd sa voix. Un drame pour une chanteuse lyrique. Grâce à son père, elle va réaliser qu'elle est en fait rattrapée par des années de non-dit. Après quelques mois, j'ai commencé à avoir des sinusites à répétition. Et donc je perdais ma voix, je ne pouvais pas chanter. Mon père, à cette période-là, il est venu un week-end chez moi où j'étais malade, évidemment, un peu déprimée. Et puis là, il m'a posé la question pour la première fois. En fait, comment est-ce que tu as vécu la maladie de ta mère ? Et donc, j'étais un peu, je ne savais pas tellement quoi lui dire. Et puis il m'a dit, mais en fait, ce serait peut-être pas mal d'aller, que tu ailles toi aussi au centre des proches aidants, pourquoi pas ? C'est la première fois qu'Elisa entend parler d'un tel centre. Un centre que son père vient de découvrir lui-même. Tous deux ne savaient pas qu'ils avaient été ce qu'on appelle des proches aidants. C'est donc à 25 ans qu'Elisa commence un travail sur son passé. La psychologue au centre des proches aidants, elle me dit, racontez-moi. Donc je le raconte, puis elle me dit, vous me dites si c'est trop douloureux. Je dis, mais douloureux, je sais pas, ça fait plus de 15 ans que je vis avec ça, pour moi c'est normal. Et elle me dit, oui, mais vous savez, parfois quand on ouvre une porte, la chute est violente. Je dis, ah bon, ok. Et en fait, ce soir-là, après cette séance, on était à la maison, les trois. Et en fait, c'est la première fois que vraiment qu'on a parlé de moi dans cette histoire et de comment je l'ai vécu. Et c'est la première fois où j'ai pleuré, vraiment, en parlant de ça. Et donc, après, quand j'ai ouvert la vanne, j'ai eu de la peine à la refermer. Pourquoi ? Je pense que, j'avais tellement de choses que j'avais un peu emmagasinées que j'ai dû les sortir. Adulte, Elisa a dû mettre des mots sur des émotions longtemps refoulées, ce qui lui a permis de retrouver sa voix. En parallèle, Massimo et Floriane ont pris conscience du fardeau supporté par Elisa enfant. La chose qui a été très importante, à mon avis, c'était de lui dire qu'on s'était rendu compte tardivement, mais qu'on s'était rendu compte de ce qu'elle avait dû vivre et de l'aide qu'elle nous a apportée et qu'on la remerciait sincèrement de tout ça. Je me suis excusée. J'ai dit, je suis désolée. Je me suis pas rendu compte, je suis désolée de tout ce que je t'ai fait subir. Mais puis voilà, on a beaucoup parlé. Puis depuis, il y a comme quelque chose qui s'est un peu apaisé. Finalement, c'est une belle histoire. On est tous ensemble. Et puis, on n'est pas trop abîmés. Et aujourd'hui, c'est comment ? Aujourd'hui,
Je me suis rendu compte que moi, je m'étais construite un peu avec le regard sur ma mère et pas sur moi. Donc ça, j'ai dû un petit peu apprendre à investir ma vie à moi. On parle beaucoup de la parentification de manière très négative. Alors je pense qu'il y a un bout qui est négatif s'il n'a que ce rôle-là, s'il n'y a pas une place pour être un enfant, pour jouer dehors, pour avoir une activité extrascolaire, toutes ces choses-là. Mais la parentification, pour moi, elle n'est pas que négative. Parce que c'est des jeunes quand même qui sont... Voilà, ils aident ce parent-là, et je pense que s'ils sont valorisés là-dedans, s'ils sont reconnus, c'est aussi très valorisant d'être un enfant qui aide. Quand même. Donc je pense que ça amène aussi une qualité, mais il faut qu'elle soit reconnue pour moi. Il faut qu'elle puisse être positive. Depuis 6 mois, Luana a pris son envol et vit avec son compagnon. Elle a dû attendre que sa maman déménage en EMS pour pouvoir investir sa vie de jeune adulte. Mais comment son passé d'enfant aidant a-t-il influencé son existence? Cette expérience m'a enrichie en tant qu'être humain. Mais de façon générale, ça a été difficile pour mon enfance. Il fallait toujours que je sois sur le qui-vive. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. Il y avait beaucoup d'énervement, beaucoup d'émotions. Oui, c'est très dur. D'autant plus quand il s'agit de sa maman. Ça complique vraiment les choses. C'est très dur. Et aujourd'hui, Luana, est-ce que vous avez l'esprit complètement libre ou pas tout à fait? Complètement libre, je ne le serai jamais. Bien sûr, maintenant j'ai moins à faire, j'ai plus de liberté. Mais même en ce moment, je me demande si je lui ai suffisamment téléphoné, s'il ne faudrait pas que je lui rende visite ou que je lance un coup de fil à son psychiatre. Mais je remarque une différence incroyable par rapport à avant. Avant, c'était vraiment tous les jours qu'il fallait organiser quelque chose pour ma maman. Maintenant, ça a nettement diminué. Mais je n'aurai jamais l'esprit complètement libre et ça me va. C'est ma maman. Malgré tout, je reste quand même assez fier de cette situation de vie parce que ça soit avec ma mère, on a toujours su s'en sortir. J'ai toujours su, moi aussi, m'en sortir de mon côté, à essayer de l'aider comme je pouvais. Elle m'a toujours aidé aussi comme elle pouvait, donc on a quand même ce lien qui est vachement fort. Donc en vrai, je sais que pas beaucoup de gens ont une relation comme j'en ai une avec ma mère. Ce jour-là, Pablo reçoit ses résultats. Cette fois-ci, il est promu, plus qu'1 an avant la matu. En géo, j'ai eu 4,5, je sais pas comment. En chimie, j'ai eu 5, je sais encore moins comment, mais ça c'est cool. Et en histoire, j'ai eu 4, donc c'est ce qu'il me fallait pour passer l'année. Donc c'est bon, donc là, c'est bon, je passe. Je pense avoir trouvé une sorte de rythme de croisière qui me convient avec les contacts avec ma mère. J'ai su mettre mes limites. Maintenant, ça se passe bien parce qu'en fait, j'ai compris que j'arrivais pas forcément à la sauver comme j'ai pu l'imaginer quand j'étais enfant ou adolescent. Donc, il y a eu une sorte de réalisation intérieure qui m'a dit, en fait, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de faire ma vie à moi. Moi, je suis fière du chemin qu'on a parcouru en tant que famille, individuellement et ensemble. Et je pense que l'épreuve est à la hauteur aussi de ce qu'on reçoit en retour, enfin de ce qu'on ouais, ça en valait le chemin.